Salut à tous et bienvenue dans la 12e édition du Petit Déj avec Sparkling Labs. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Parle de même que moi. Allez, j'avais pas vu ton tweet. Bon, rapprochez-vous un peu dans le champ, voilà qu'on voit que vous êtes vraiment là. Bon, on est comment dans les temps? On est presque à l'heure ce soir, c'est pas mal. Ok, bon bah merci d'être là avec nous. Donc je m'appelle Élisée et à mes côtés Pixel Boy et donc Pilou. Et on développe des jeux et des outils de création tous les trois depuis quelques mois. Bon, bien sûr, j'imagine que la plupart des gens ici nous connaissent. Mais si jamais vous débarquez par un retweet ou autre, comme ça vous êtes informés. Alors, j'étais censé montrer ça pendant que je disais les trucs avant. Donc actuellement notre projet principal c'est quoi? C'est Super Powers, une plateforme de création coopérative de jeux vidéo. Voilà, donc c'est une réincarnation un peu plus ambitieuse de Craft Studio qui était une plateforme cubique. Et donc ça fait quelques mois qu'on bosse dessus. Ça commence à marcher un petit peu et on va vous parler pas mal de tout ça dans quelques instants et de quelques autres projets aussi. Voilà. Donc on se retrouve tous les vendredis à 21h sur inbox.tv/Élysée, donc pour le petit déj avec Sparkling Labs. Donc on va en profiter pour vous parler donc de tous nos projets, puis on peut échanger ensemble sur plein d'autres sujets aussi. On aura des questions-réponses à la fin si jamais vous avez envie de parler d'autres trucs. Ok. J'allais le dire, vos questions pour les poser pendant le live, quand ça vient, je les note et on essaie d'y répondre à la fin. Voilà. Ok, alors on va commencer par faire un petit planning, ça a été réclamé notamment par Erwanophile Sur Twitter. Voilà, sur Twitter. Ouais, donc, objectif début 2015. Donc, on a plusieurs trucs sur le radar. Il y a Global Game Jam qui a lieu du 23 au 25 janvier. Donc, c'est 48 heures de création de jeux vidéo. Donc, c'est si je ne me trompe pas, c'est le plus gros Game Jam mondial. Avec, il y a des centaines de sites à travers le monde. Peut-être même des milliers, je sais pas. Il y en a plein en France, il y en a plusieurs à Paris, il y en a à Nancy, à Strasbourg et partout ailleurs. Pour la première fois, il y en a deux à Strasbourg, avant il n'y en avait aucun. Donc nous on sera au site de la Ludus Academy à Strasbourg. Donc tous les trois, avec Rosalie aussi qui est derrière, avec Rémi, Thomas Frick, Florent Poujol. J'oublie sans doute d'autres gens, il y a un pote à Thomas, enfin bon, on sera une grosse... Une petite dizaine. Voilà, une petite dizaine, une bonne petite équipe. Je sais pas si on se coupera en deux, on fera une seule, mais voilà. Et donc objectif bien sûr, pouvoir utiliser Super Powers d'ici là. Et on pense faire donc un jeu 3D à ce moment-là, donc on essaiera d'être prêt d'ici là. C'est plus gros que le Ludum Dare parce que en gros, le Ludum Dare c'est chacun chez soi, chacun dans son coin et tout. Voilà. Le Global Game Jam, ça se passe vraiment sur place, c'est-à-dire qu'il y a des sites qui sont organisés, enfin donc des lieux quoi. Ils révèlent le thème avec une petite vidéo, toute une organisation et tout. Enfin c'est très sympa. C'est une autre expérience que le Ludum Dare. Le Ludum Dare c'est vraiment. Ils le font pas sur place. Le Ludum Dare aussi. Le Ludum Dare, tu peux quoi. Oui ça. Mais genre c'est très informel. C'est genre des gens qui invitent des gens chez eux. Ça c'est plus récent. Je pense que c'est un peu moins vieux le Global Game Jam, ouais. Mais je suis pas entièrement sûr, hein. Mais ça doit faire bien 10 ans aussi que ça existe. Bon, et le Global Game Jam, ils mettent l'emphase sur le côté on se rencontre, on discute, il y a des petits rituels entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a la présentation initiale, il y a toujours une vidéo de présentation. Les organisateurs sur place font la répartition dans les équipes pour ceux qui n'ont pas d'équipe. Et à la fin, sur un site donné, chacun présente son jeu aux autres, etc. Quoi. Il y a un côté plus communautaire, IRL, quoi, on va dire. Ouais, c'est très sympa aussi, c'est différent, mais voilà. Le thème l'année dernière, c'était un peu nain. Je sais plus ce que c'était, mais on avait beaucoup galéré. C'était une phrase, je crois. Voilà. Mais bon, au final, on avait quand même fait un truc cool. C'est qu'on a fait Carcasse. On a fait Carcasse, donc ça. On a fait un jeu cool, peu importe le terme. Sympa, puis c'est ça. Ça rentre à peu près dans le thème. Voilà. Alors un autre objectif donc en ce début d'année, ça va être de lancer le programme supporter de Super Powers. Donc quelle forme exactement ça va prendre, vous le saurez bientôt, on le saura nous aussi bientôt. Mais voilà, on va dire que dans ce premier trimestre, on aimerait lancer une première version donc, de Super Powers qui serait accessible aux gens qui décident de nous soutenir de manière volontaire. Donc ça ne sera pas du tout une version finale. Il y aura sans doute
très peu, voire aucun, enfin très peu de support, très peu de, voilà, c'est juste une manière aux gens qui voudraient déjà nous soutenir maintenant et qui aimeraient déjà accéder à Superpowers de le faire, mais sans qu'on se mette des chaînes trop non plus, quoi. Voilà. C'est un genre d'early access. Voilà, c'est early access, mais version logicielle de création, quoi. Ok. Autre objectif, on aimerait sortir enfin un premier jeu. Donc là, sur les 3 derniers mois, on a développé Superpowers d'un côté et Worlds de l'autre côté. Maintenant, on a mis Worlds au placard parce que ça débouchait pas sur grand chose, on va dire. Donc voilà, maintenant, on aimerait réellement avoir quelque chose sur un marketplace quelque part. On en parlera dans quelques minutes, donc je vais pas m'attarder trop là-dessus, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui urge, on va dire. Voilà. Et autre truc qui urge, j'aimerais enfin sortir la version stable de Craft Studio, histoire de pouvoir, pas nécessairement mettre ça au placard, mais pouvoir en tout cas avoir l'esprit libre par rapport à ça, et peut-être de faire encore des petites mises à jour quand j'ai l'occasion, quand il y a des trucs que je peux corriger, améliorer, voilà. On verra, mais en tout cas pouvoir avoir le produit qui est... On arrache le sticker bêta et c'est disponible pour de bon, quoi. Voilà. Donc, je vais commencer par parler un petit peu. Donc, au cours des 2 dernières semaines, Noël, etc., quand j'étais pas en train de me remplir le bide, j'ai pas mal bossé sur Craft Studio. J'ai bossé en fait en particulier sur le fait d'améliorer les versions Mac et Linux. Donc, sous Windows, Craft Studio est développé en C# sur .NET. Donc, .NET, c'est la plateforme qui est utilisée pour faire tourner les programmes C# et c'est de là que vient, on va dire, c'est là l'origine de C#, quoi. C'est développé par Microsoft et ils fournissaient un environnement, une plateforme de développement qui s'appelle Xena pour faire des jeux vidéo avec le langage C#. Et elle est très bien, cette plateforme. Un des bémols qu'il y a, c'est qu'il faut installer quelque chose pour pouvoir faire tourner les jeux. C'est-à-dire que si je distribue un jeu Xena tel quel, juste un exécutable, enfin un petit zip, les gens ils pourront pas lancer le jeu tel quel. Il faudra d'abord qu'ils installent une dépendance à la main, parce que pour des raisons de licence et des trucs, Microsoft ne nous permettent pas de redistribuer directement Xena de nous-mêmes. On peut que redistribuer un installeur, on ne peut pas juste mettre les fichiers nécessaires directement avec le jeu. C'est un petit peu dommage et ça fait pas mal chier. Sous Mac et sous Linux, donc Craft Studio utilise aussi le même langage C#, évidemment, je n'ai pas tout recodé, mais au lieu de ces .NET qui n'existe que sous Windows, on utilise une réimplémentation de .NET qui s'appelle Mono. Pourquoi Mono, je sais pas. Et il y a aussi une réimplémentation qui va avec donc de Xena qui s'appelle Mono Game, donc voilà, le nom est relativement explicite. Et donc sous Mac et sous Linux, Mono Game c'est open source, on peut le redistribuer directement avec Craft Studio, mais on est quand même obligé de demander aux gens d'installer Mono, et Mono c'est aussi un truc qu'on peut pas vraiment facilement distribuer. Pas pour des raisons de licence, mais juste parce que c'est un gros truc, c'est un énorme truc. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on se retrouve à faire dans l'installeur de Craft Studio? Au début, je vérifie si les gens ils ont Mono installé, et sinon je leur dis ah, au fait, il faudrait que vous installiez Mono, sinon vous pouvez pas l'utiliser. C'est vraiment pas top. En dehors de ça, on avait des gros bugs, des bugs de fenêtrage, des fenêtres qui se centraient pas correctement quand elles étaient créées, qui n'avaient pas des fois, genre une fois sur 5, elle n'avait pas la bonne taille, on pouvait pas mettre de taille minimum aux fenêtres, on avait des crashs de temps en temps, etc. Sous Mac et sous Linux avec Mono Game. Et tout ce qui était mise à jour de Craft Studio était devenu relativement compliqué parce que il fallait d'abord que je bosse sous Windows, je fais des modifs sous Craft Studio, j'améliore et tout. Quand j'ai fini, je double-clique sur un truc et ça me prépare ma version Windows. Après, il faut que je boote mon Mac, il faut que je reboote sous Linux. Faut que j'aille récupérer mes changements, que je fasse plusieurs manipulations si j'ai fait des modifications sur tous les assets, les sprites, les trucs, il faut que je copie des fichiers de partout et tout. Enfin, c'était vraiment chiant. Pas mal de trucs manuels et au final, sortir une mise à jour, ça devenait plusieurs heures de taf au lieu de genre peut-être la demi-heure que ça devrait prendre, quoi. Du coup, ça me donnait pas du tout... Enfin, ça m'enlève en fait une flexibilité, quoi, de pouvoir dire ah bah j'ai réglé un bug, allez hop, je sors une petite mise à jour. Au lieu de ça, bah, je règle un bug et je me dis bon bah j'attends d'en avoir une dizaine ou une quinzaine pour que ça vaille le coup de faire une mise à jour. C'est pas top, c'est vraiment... Et ça donne pas envie de bosser sur le projet, honnêtement. C'est vraiment pas très agréable.
Donc Monogame, comme je le disais avant, c'est un projet open source qui implémente Xena, et leur objectif à eux, c'était pas tellement de permettre d'utiliser Xena sous Mac et Linux, c'était surtout de permettre d'utiliser Xena sur Android, sur iPhone, sur PS4, sur plein d'autres plateformes. Donc c'est cool, mais en gros, ils sont beaucoup plus dans une idée d'expansion, de rajouter des choses, de même faire évoluer Xena, que de simplement rendre les logiciels développés avec Xena ou les jeux développés avec Xena accessibles sur toutes les plateformes sur le bureau. Alors en mars 2013, et donc c'est assez incroyable de se dire que ça fait presque 2 ans, ça fait 22 mois si je ne me trompe pas, j'avais commencé moi un post sur le bug tracker de Monogame, donc sur GitHub, pour leur dire ok bon il y a pas mal de bugs sous Mac et sous Linux, il y a un mec qui s'appelle FlibityJibibo qui bossait sur des améliorations à ce niveau là, mais lui il avait pris une approche assez violente il jette plein de trucs qu'il y a dans Monogame et il remet juste en place ce qu'il faut pour que ça marche bien sous Windows, Mac et Linux. Et donc moi en gros je leur ai demandé ok, est-ce qu'il y a une solution pour peut-être éviter de diverger entre ces deux trucs, est-ce qu'on peut arriver à fusionner les deux projets, est-ce qu'il y a quelque chose à faire et tout. Donc j'ai demandé un peu à FlibityJibibo d'expliquer un peu ses objectifs, etc. Bon bref, ça a discuté pendant quelques temps, bon, voilà. Et donc la discussion elle s'est finie en mai, en mai de cette année, quoi. Bon, il s'est passé plein de choses entre temps, les deux projets ont évolué, ils n'ont pas réussi... Mince. Je crois que je viens de fermer. Ah oui, ok, c'est pas grave. Excusez-moi. Voilà. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord au final donc, entre Monogame qui utilise un truc qui s'appelle OpenTK qui était très buggé et FlibityJibibo avec son Monogame SDL2 qui est beaucoup mieux mais qui est limité à Windows, Mac et Linux, etc. Bon. Donc voilà, j'ai de nouveau oublié de changer de slide. Attends. Donc la SDL2, donc c'est une librairie C qui est très très bien supportée, notamment par Valve. Enfin, il y a eu pas mal de choses que Valve a fait dessus. Et il y a de très nombreux jeux Steam qui utilisent ça. Vous le savez sans doute pas, mais la plupart des jeux Steam que vous lancez, une très grande partie des jeux Steam que vous lancez utilisent la SDL. Donc voilà, et vu que Valve a fait du taf justement pour que les jeux Steam marchent sous Windows, Mac et Linux, on a profité la SDL a profité de ça et tout. Donc c'est une librairie qui est vraiment solide et qui a une bien meilleure fondation. Donc au cours de tout ce temps-là, au fur et à mesure que Monogame a divergé entre la version OpenTK et la version SDL2, FlibityJibibo il a décidé qu'il voulait changer de nom et pour bien signifier que c'était pas juste une petite modif de la librairie, mais que c'était un projet qui avait énormément divergé et qui avait un objectif très différent, comme je le disais avant, préserver les jeux Xena pour PC sous Windows, Mac et Linux. Lui, il s'en fout des consoles mobiles, il s'en fout de tout le reste, il veut juste s'assurer que si un développeur indépendant développe un jeu pour PC avec Xena, il va pouvoir le sortir sur ces trois plateformes et il continuera à fonctionner au cours des années qui viennent, quoi. Du coup, qu'est-ce que j'ai... Alors, ça fait très très longtemps que je surveille tout ça, que j'essaie de voir quand est-ce que ça va être le moment de passer à FNA, si ça a du sens ou pas. Et là, ça y est, c'était enfin le moment. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de trucs qui avaient été réglés et qui fonctionnaient très bien. Et donc, je suis passé à FNA sous Mac, sous Linux. Et du coup, j'ai aussi fait la migration sous Windows pour voir qu'est-ce que ça donnait, si ça fonctionnait aussi bien qu'avec Xena. Donc on a beaucoup moins de bugs sous Mac et Linux. On remplace la dépendance à Xena par l'inclusion de la SDL. Alors ce que j'essaie de dire par là, c'est quoi? C'est que au lieu de devoir installer un truc, genre Xena, avant de pouvoir utiliser Craft Studio ou avant de pouvoir utiliser les jeux Craft Studio, on peut simplement inclure la SDL directement dans le paquet et il n'y a aucune dépendance externe. Sous Mac, donc ça c'est sous Windows. Sous Mac et sous Linux, on peut remplacer Mono par un petit truc qui s'appelle Mono Kickstart, qui fait que quelques MO et qui contient juste ce qu'il faut pour faire tourner C# sous Mac et sous Linux. Donc là pareil, il n'y a plus d'installation à faire, c'est super. Ça veut dire que si vous faites des jeux Craft Studio, vous pourrez faire un export et vous n'aurez plus besoin de dire aux gens « Ah mais avant que tu puisses jouer à mon jeu, il faut que tu ailles installer Mono, il faut que tu ailles installer Xena, etc. » Voilà. Et alors c'est carrément encore mieux que ça. FNA a été construit de sorte à ce que je peux compiler sous Windows Craft Studio et j'ai pas besoin d'aller sous Mac et sous Linux. Je peux directement faire mon paquet sous Windows
et distribuer ça, et ça fonctionnera sous Mac et Linux, bien sûr, à condition que j'ai pas fait de trucs spécifiques à la plateforme. Mais c'est vraiment très puissant, ça veut dire que j'ai plus besoin de maintenir 3 environnements de dev sous les 3 plateformes, j'ai plus besoin de rebooter chaque fois que je fixe un petit bug, etc. Je vais juste pouvoir faire ma modif sous Windows. Si c'est un truc mineur, je peux même la sortir telle quelle. Bon, s'il y a un risque, effectivement, je vais quand même rebooter sous Mac et sous Linux pour tester. Mais j'ai plus besoin enfin, je peux juste prendre le paquet final, vérifier qu'il marche. Si c'est buggé, je fais ma correction sous Windows. Et voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc, une seule plateforme, mise à jour beaucoup plus facile. Donc, où est-ce que ça en est tout ça? J'ai passé vraiment beaucoup de temps là-dessus. Il y avait beaucoup de choses quand même à changer, à adapter. Hein. C'est pas Craft Studio utilisait beaucoup de trucs spécifiques à Windows quand même, parce que c'est pas juste un jeu, c'est quand même toute une plateforme qui fait plein de trucs différents. Donc si vous voulez suivre un peu ce portage, je vous file le lien. Donc il y a le Trello de Craft Studio avec la liste de toutes les tâches. Donc j'en ai fait, bon, je sais pas si j'ai tout mis dessus, mais en gros j'en ai fait, je crois, 14 sur 16 ou un truc comme ça. Il ne reste plus grand chose à faire. Ça marche, ça fonctionne sous Linux, sous Mac, ça fonctionne sous Windows aussi. J'ai un seul exécutable qui marche sur toutes les plateformes et tout. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est préparer la partie distribution. Donc, changer mes scripts de compilation et de distribution, histoire qu'ils packagent tous les trucs, Mono Kickstart, la SDL2, etc. Tout en un joli package. Voilà. Un des trucs méga top que j'ai oublié d'inclure là-dedans, c'est que j'ai posté le screenshot il y a 2-3 jours. Voilà. C'est que donc au lieu d'avoir un export par plateforme comme on avait jusqu'à présent, c'est-à-dire si vous voulez exporter votre jeu pour Windows, Mac et Linux, il fallait faire 3 exports. Du coup maintenant j'en ai fait un seul bouton et vous allez pouvoir exporter soit pour Windows, Mac ou Linux, soit pour le web. Et voilà, vous avez plus besoin de faire 3 packages, plus besoin d'uploader 3 trucs, de dire aux gens de télécharger le bon. Vous leur donnez un seul truc et ils double-cliquent sur l'exécutable et ça va se lancer correctement. Voilà. Donc ça va être vraiment top. Et du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que ça c'est bon, je vais pouvoir sortir la mise à jour. Je pense qu'il y a encore quelques jours de boulot et ensuite j'enlèverai le sticker bêta de Craft Studio. Alors il y a encore des choses à faire sur Craft Studio. Si vous regardez sur le Trello, il n'y a pas que la carte que je vous ai linkée, il y en a d'autres. Mais c'est des trucs vachement plus mineurs ou qui peuvent être faits encore au cours des mois qui viennent, tranquillement, quand j'ai l'occasion. Mais au moins, voilà, on a une version vraiment solide sur les 3 plateformes. On a une bonne expérience utilisateur d'installation, une bonne expérience utilisateur pour jouer au jeu Craft Studio, etc. Donc ça va vraiment être plutôt cool. Ok, bon, voilà. Du coup, on va maintenant passer à Superpowers. Alors, on a fait quelques petits trucs, pas grand chose. Hein. Moi, j'ai pas eu une seconde à consacrer à Superpowers au cours des vacances. Moi non plus, j'ai pas travaillé. Voilà, t'as eu un peu le temps là depuis qu'on est de retour. Moi, depuis une semaine, mais j'ai pas d'autres choses. Donc, on avait mis en place la sauvegarde, tu avais mis en place la sauvegarde explicite des scripts. L'objectif étant donc de faire quoi? C'est que quand on tape dans l'éditeur de script des lignes de code, si je suis en train de taper une ligne de code et que quelqu'un essaye de lancer le jeu, il ne faudrait pas que ça fasse une erreur de script parce que la ligne n'est pas terminée. Donc l'idée c'est quoi? C'est que si je tape des modifs, elles sont synchronisées en temps réel avec les autres, mais il faut que je fasse enregistrer ou valider ou je sais pas quoi explicitement pour que mes modifs soient intégrés à la build. Voilà. Donc c'est bien. Donc c'est cool. Voilà. Il manque encore une interface pour ça. Il n'y a pas de feedback, mais ça va venir. En tout cas, c'est une bonne chose de faire. Il faut attendre qu'on le fasse avant le Global Game Jam. Là, je pense dès que tu repasses sur Superpowers, les diagnostics, on en avait parlé. Ouais. Ok, donc voilà, on verra ça. On a maintenant une API pour faire du multitouch. Alors c'est con, on aurait peut-être pu prévoir la démo et tout. Mais tu peux trouver avec son projet. Ok, mais oui, remarque, je peux peut-être faire ça. Mais je parlais carrément sur le téléphone, ouais, je sais pas si tu peux le lancer vite fait. Donc rapidement je présente le truc en attendant. Donc on a 4 fonctions. On a une fonction pour choper la position d'un doigt, donc c'est par index, c'est-à-dire que vous pouvez avoir jusqu'à 10 doigts, je crois on a mis. Pour l'instant on verra s'il faut en mettre plus, mais bon c'est dit que c'était bien. Donc vous chopez, vous dites je veux la position du doigt numéro 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous pouvez savoir si un doigt est actuellement posé ou pas sur l'écran. Vous pouvez savoir si
à cet instant-là, un doigt vient d'être posé à l'écran ou si un doigt vient d'être soulevé de l'écran. Voilà. Donc c'est un peu la symétrie avec l'API pour la souris, mais il y a en plus les index, quoi. Voilà. Et ce qu'on a mis en place, c'est que, en gros, si dans votre jeu, vous mettez en place juste des tests par rapport à la souris, c'est-à-dire si vous dites est-ce qu'on a cliqué à cet endroit, ou etc., ça marche aussi avec le premier doigt quand vous appuyez. Du coup, vous n'avez pas besoin de coder 2 fois la même chose si votre jeu il utilise juste un seul doigt. Un doigt, quoi. Comme ça, il marchera sur PC et en même temps sur mobile, quoi. Comment on fait si on utilise 11 doigts? Tu rigoles, mais si je me trompe pas, je crois que sur iPad, mais c'est une information qui date d'il y a genre 3 ans, je crois, je m'en souviens à l'époque quand je bossais un peu là-dessus, je crois qu'il supportait 12 doigts, et la raison c'est parce que genre tu peux avoir 2 personnes de chaque côté qui jouent sur la moitié de l'écran, un truc comme ça. Donc ça peut avoir du sens d'aller au-delà de 10 doigts. C'est un peu particulier, mais bon, bref. On verra. S'il y a quelqu'un qui un jour nous dit hey, je voulais accéder au 11e doigt et je peux pas, on fera une mise à jour pour lui, il n'y a pas de souci. Ok. Donc Bilou a mis en place aussi des contrôles de lecture pour les lecteurs de sprite. Ça, je peux le montrer, je pense. Donc ici, je dois avoir un sprite. Et donc on avait ce système d'animation, et donc là vous pouvez voir en bas, oui c'est pas caché, la barre, et je peux mettre en pause, je peux me balader dans l'anime aussi, ouais, voilà, donc ça c'est plutôt cool. Bon, c'est encore basique, il n'y a pas des infos sur quel frame ou à quel frame on en est et tout, mais voilà. Avant il y avait ça et ça marchait pas, donc au moins maintenant il se passe un truc. C'est pas craché avant. Ça faisait bugger un peu l'affichage. Oui, genre la souris elle restait bloquée en plus, on avait un souci. Oui, ça, du coup, bon, c'est fixé. Ok, et alors oui, il faut que je recharge ça. Voilà, donc la 3D ça n'a pas avancé du coup, hein, comme dit, moi j'ai pas eu le temps de bosser. Donc là, le dernier truc que j'avais eu le temps de faire, c'était ça. Oh mon dieu. Voilà, donc le chien qui est un modèle fait sous Blender que j'exporte et qu'ensuite je peux importer dans Craft Studio. Et donc on importe correctement l'armature. Super power, effectivement. Alors attends voir. Ah non, toi tu l'as pas. Et ouais, je vais vite fait lancer ça chez moi. Je vais montrer rapidement l'armature aussi. Je sais pas plus que tu as marqué. Shit. Attends, voir. Du coup, j'ai aussi commencé à bosser sur le support pour annuler ce qu'on écrit dans les scripts, à annuler et refaire. C'est actuellement, en gros, qu'on écrit à plusieurs, si on annule, ça va annuler les dernières modifications qui ont été faites dans le document, peu importe qui les a faites. Donc, si visiblement on écrit un sur le script, que j'annule, s'il avait écrit un dernier, je vais annuler ce qu'il a fait lui. Ce qui est pas bien. Ce qui est un peu route, d'ailleurs, ça nous arrive pendant le double d'arrêt. Enfin, on se retrouve après que c'était ça le problème, je crois que ça buguait, mais non, en fait, c'est juste que c'était au-dessus de moi, t'as annulé, et du coup, ça a annulé ce que j'écrivais. Je me fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait croire. Oui. Donc, j'ai commencé à faire ça pendant 2 jours, ça marche pas. Enfin, ça marche mal, ça m'a saoulé. Et donc maintenant je fais autre chose, on va parler juste après. Voilà. Il y a une bonne raison pour laquelle dans Craft Studio il n'y a pas d'annulation, c'est que j'avais déjà beaucoup chié sur la collaboration temps réel et du coup j'avais pas prévu le terrain. Là on a un petit peu plus prévu le terrain pour ça. Je pense que ça va se faire, c'est un peu compliqué mais... Voilà. Faut qu'on trouve le truc. Ok, donc du coup pendant ce temps j'ai eu le temps de lancer le Super Power. Donc voilà, en gros ça dessine juste donc l'armature qui est correctement importée. Donc l'armature d'un modèle 3D c'est ce qui va nous permettre de l'animer, et on a ce qu'on appelle le skinning. Le skinning c'est comment est-ce que chaque sommet du modèle 3D doit être déformé par les différents os qui forment l'armature. Donc vous pouvez voir que ça marche correctement puisque j'anime les os de l'armature et ça tu l'as fait à part. Ça c'est déformé. Comment ça? Ouais, donc l'anime c'est juste à encoder en code quoi. Pour l'instant j'ai juste mis une rotation sur quelques trucs. Mais le truc qu'il me faut maintenant que je fasse, c'est que le chien il arrête d'être en train de mourir et que j'importe vraiment des vraies animations qui ont été faites dans un logiciel de 3D, quoi. Ça c'est la dernière étape qui manque pour avoir de l'anime 3D. Bon bref, voilà. Donc ça avance, et dès que j'ai fini avec Craft Studio, je retournerai sur ça, sachant que je me suis vraiment fixé comme idée que je veux vraiment maintenant finir cette histoire avec Craft Studio une bonne fois pour toutes avant de repasser sur Powers. Ok. Alors, premier jeu commercial, donc on en parlait au tout début, on aimerait bien sortir, ou faire plutôt un petit jeu commercial. Alors on avait parlé éventuellement de faire Inspector Badass 2, on avait parlé de peut-être faire une version plus évoluée de On the Yeti. Ah oui tiens, d'ailleurs j'ai complètement oublié, on aurait peut-être dû le mettre dans le truc, on n'a pas fait de petit déj depuis, il y a les résultats du Ludum Dare qui sont sortis, et On the Yeti a fini. Alors pardon, il va y avoir du son.
And the Yeti a fini 4ème en fun sur 1270 personnes, enfin groupe, c'est pas trop mal. 12ème en graphisme, ouais tu peux couper, je sais pas, non ça coupe pas pour eux en fait, mais oui au moins ça coupe pour nous. Ok. Non mais comme ça il n'y aura pas d'écho. 14ème en général, classement général. C'est pas bref, on est très content. On a un peu les nerfs d'avoir de nouveau raté le podium d'une place. Bon voilà, mais bon c'est méga top quand même. On peut pas se plaindre. Donc voilà, donc c'est cool et donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, on avait envisagé plusieurs trucs. Au final, on s'est dit que la meilleure chose à faire, est-ce que c'est de faire un jeu mobile ou un jeu pour PC? Alors le truc en gros c'est que si on fait un jeu PC, il faut faire Steam Greenlight, ça prend des semaines ou des mois, il faut faire un jeu relativement gros quand même pour pouvoir justifier de le vendre sur Steam, etc. Bon. Et on est intéressé quand même par le fait de faire marcher Super Powers correctement sur mobile, donc pourquoi pas commencer par là. Voilà. On s'est dit sortir un jeu sur mobile ça prend vachement moins de temps, on peut faire un jeu avec une plus petite taille et tout, donc c'est assez... c'est un bon point de départ. Voilà, donc du coup on a essayé de faire un jeu mobile avec donc comme objectif, comme dit, on ne veut pas révolutionner le jeu vidéo, on ne veut pas faire le meilleur jeu vidéo du monde nécessairement non plus, on va essayer de faire un truc cool, simple et fun, et on aimerait sortir un jeu et avoir quelque chose en vente, quoi. Ça serait déjà top. Voilà, un premier artwork, enfin une première maquette plutôt. Alors je sais pas exactement ce qu'on veut dire encore sur le jeu, mais on va le montrer en fait. Ouais, ça. Donc finalement on peut dire quand même sans doute pas mal de choses. Donc il s'agit, et alors c'est pas, enfin je n'ai pas participé à la phase de concept parce que j'étais occupé sur Craft En gros l'idée, donc déjà concernant l'idée, c'est qu'on va le faire principalement Pixel et Brun. Enfin l'idée, forcément on va en parler avec lui, enfin on va quand même voir ensemble, mais donc on va le développer entre guillemets à deux pour donc lui il fait un peu Craft 2 et après il avance sur Super Powers. Voilà. C'est peut-être un peu technique que je laisse faire parce que c'est chiant. Je ferai le consultant. Voilà. J'aime bien ça. Donc ouais, donc un jeu simple, bah, je peux vous montrer le prototype qu'on a si ça passe à la caméra. Ouais, je vais la mettre en grand. Voilà. Ouais. Ok. Alors, ouais. Donc ça avance tout seul. Alors de runner, on va dire qu'on a un runner un peu peut-être plus difficile que la moyenne dans le sens où... Je vais le montrer là parce que... Ouais. Je pense. C'est-à-dire que les contrôles sont relativement nombreux, enfin, on peut sauter, attaquer à l'arrière, enfin dasher, enfin, bon, en gros ça sera plus compliqué à jouer, c'est un peu plus difficile mais c'est... Merde, attends. C'est peut-être... Enfin, je vais cacher la webcam. Je trouve que c'est rigolo quoi d'avoir un truc un peu... Ah bah, junior quoi, enfin il faut un peu du niveau, de passer un peu de temps pour être bon quoi. Et quand t'es bon, tu t'éclates parce que tu fais plein de trucs et tout, c'est explose de partout, c'est rigolo quoi. Il y a une vraie, enfin c'est vrai que moi par rapport à beaucoup de runners mobiles et tout que j'ai vu, il y a vraiment, c'est toujours très très simple, il y a assez peu de contrôles différents et tout quoi. Donc là en gros, donc je peux sauter, je peux double sauter, je peux planer, bon ça ok, jusque là soit. Je peux attaquer, je peux charger une attaque. Et on envisage aussi donc d'avoir des zones verticales aussi en plus des zones horizontales. Tu peux aussi dasher vers le bas. Oui, je peux dasher vers le bas pour taper un coup. Alors les chats sont temporaires, c'est Rosalie qui les a dessinés. C'était ce week-end quand je testais un peu l'API multitouch que je mettais en place. Voilà, il n'y aura pas de chats sans doute dans le jeu. Je pense pas, je sais pas. Ou alors on les tuera peut-être. Voilà. L'idée donc c'est quoi? C'est des singes samouraïs. Voilà. Okay. Ouais. Je lâche pas, ça fait 2 ans qu'on a commencé sur ça, sur un jeu qu'on avait fait à un moment donné. Enfin, je sais plus si c'était ça ou à peu près ça, mais depuis moi je sais pas. Les singes samouraïs. C'est plusieurs fois que je le ressors et voilà. On va enfin le faire. On pourra arrêter après. Après c'est bon, après je pourrais faire autre chose, j'aurais fini avec le jeu vidéo. Je vais réactiver la cam. Okay. Donc ouais, l'idée c'est un jeu à un contenu pas énorme mais genre avec quand même plusieurs environnements. Il y aura plein de contenu, ça va être trop bien. Achetez-le. Voilà, sûrement des boss ou au moins un boss peut-être qui revient, enfin pas tout à fond mais... Une des idées dont tu parlais c'était que le jeu est quand même une fin, c'est-à-dire c'est pas un endless runner où tu vas aussi loin que tu veux, il y a plus un petit côté
enfin Binding of Isaac, Spelunky, etc. C'est-à-dire que c'est généré aléatoirement, mais il y a une progression et à un moment donné on arrive quand même à une fin, on peut gagner le truc. Mais ça va être très difficile et le joueur en cours de jeu peut prendre des décisions qui vont rendre le jeu soit un peu plus simple, soit un peu plus difficile. Et donc, peut-être finalement aussi avoir des fins secondaires. Voilà, ouais. Selon si tu prends le truc vraiment difficile. Il y a Plasma qui découvre qu'on leur a menti depuis le début par rapport au décor multi-neige. Figure-toi que je les avais vraiment mis devant la webcam, j'ai pris une photo, j'ai détouré à la main et après je les ai mis parce que ça prenait trop de place sur le bureau. Ok. Plasma qui découvre que le Père Noël n'existe pas. Ok, bon voilà, donc ça vous donne un tout premier petit aperçu du truc, hein, ça vient de commencer, donc évidemment ce que vous avez vu en termes de graphisme, que ce soit cette maquette là ou que ce soit le proto, c'est encore très très tôt, ça ressemblera très peu à ça, enfin la maquette bien sûr un peu plus que le proto, mais beaucoup plus joli, voilà, c'est ça. Disons que ouais, ça sera en mieux, quoi, voilà. Ok, bon bref, donc on vous tiendra au courant sur la progression sur tout ça, bien entendu. Et donc voilà, ça boucle un petit peu ce qu'on avait à dire sur nos projets. Alors cette semaine, moi j'ai vu un truc que j'avais trouvé très intéressant et donc je me suis dit que j'allais encore en parler rapidement. Donc il y a un mec qui s'appelle Glenn Marden, je crois, je sais plus, j'ai son nom après, donc je vous le dirai, qui a fait un post qui s'appelle JavaScript 2015 et donc qui parle un petit peu de l'évolution du développement web tel qu'il le voit lui en 2015. Donc le développement web côté client évolue, effectivement, ça fait quelques années qu'il y a plein de trucs qui sont en train de se développer. Donc les navigateurs évoluent évidemment, mais les navigateurs évoluent relativement lentement. Et donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites autour des navigateurs pour pallier à tout ce qui manque. Donc il y a eu un écosystème qui s'est développé autour du Node Package Manager, qui est un système de paquets. Je sais pas pourquoi j'ai mis un et commercial et un plus, je vais en mettre l'un ou l'autre. Donc un système de paquets qui permet de distribuer des modules tout faits. Par exemple, moi pour SuperPowers, j'ai fait un module qui s'appelle DND Triview, là, dont j'ai une démo ici, qui permet de faire donc, des interfaces en arbre. Et donc moi je l'ai publié sur NPM et quelqu'un d'autre peut le récupérer sous NPM en une ligne et ensuite l'utiliser dans son projet. Combiné à ça, il y a un truc qui s'appelle Browserify qui permet en fait donc d'ajouter à JavaScript quelque chose qui manque, qui permet en fait justement de gérer facilement plusieurs modules. Je ne rentre pas trop dans les détails, je veux pas, si vous voulez vous informer un peu plus, vous pouvez toujours chercher sur le sujet. Mais bref, donc tout ça c'est des trucs qui sont, on va dire, enfin surtout Browserify, c'est un truc qui est très palliatif en fait. C'est-à-dire que JavaScript n'a pas de système de modules, donc on bidouille, on essaye de contourner le problème pour pouvoir quand même le faire. Et Browserify, si on n'avait pas Browserify, on pourrait sans doute pas faire SuperPowers. Ce serait franchement de l'ordre de l'impossible. Donc JavaScript, alors le nom oui, on va dire officiel ou standardisé de JavaScript, c'est ECMAScript, parce que JavaScript est une marque. Donc du coup, quand on parle du langage, on dit plutôt ECMAScript. Donc la version actuelle de ECMAScript, c'est la 5, c'est celle-là qui est disponible dans les navigateurs. Ça fait je sais pas combien d'années, plus que 5, qui bossent sur ECMAScript 6. Et ils sont vraiment très près maintenant d'en arriver au bout. Ça sera bientôt finalisé, la spécification. Et les navigateurs ont commencé à implémenter plein de trucs. Donc il va enfin y avoir des classes en JavaScript, on va enfin avoir un système de modules, il va y avoir ce qu'ils appellent les promises qui permettent de simplifier la programmation asynchrone. Il y a plein d'autres choses dans le langage qui vont être ajoutées et qui vont rendre le développement en JavaScript beaucoup plus simple. C'est top. Bien. Voilà. Ou qui vont rendre juste ça bien. Voilà. C'est top. Le problème c'est que entre le moment où la spec sera sortie officiellement, le moment où ça sera disponible dans Chrome, dans Firefox et dans Internet Explorer, je pense qu'on est au moins en 2016, voire peut-être en 2017. Donc d'ici qu'il y ait genre 70% de la population qui ait mis à jour leur navigateur, on va dire, voilà, on n'y est pas, quoi. Donc le problème avec ça, c'est qu'il y a plein de trucs top qui arrivent, mais on ne peut pas s'en servir encore avant peut-être 2 ans, quoi. À côté de ça, il y a d'autres trucs qui se sont développés. Nous, au lieu de coder en JavaScript, on code en CoffeeScript, qui rajoutait déjà les classes à JavaScript.
une version très simple, mais bon bref, c'était plutôt sympa et ça nous aide beaucoup pour le développement de Superpowers. Il y a un autre truc qui s'appelle TypeScript qui en fait se base sur JavaScript et en gros ils sont déjà un peu dans le futur, c'est-à-dire qu'ils font déjà tout ce que va faire la prochaine version de JavaScript et même encore la version d'après et avant de le lancer dans le navigateur, on lance une petite étape de conversion qui va transformer TypeScript en du JavaScript. Voilà. Bon, il y en a d'autres, il y a AdScript, etc. Mais bref. Tout ça, c'est vraiment cool. Comme dit, le problème, c'est que c'est compliqué à mettre en place. C'est-à-dire que pour commencer un projet web, pour faire une application web ou un site web qui veut utiliser tout ça, vous allez devoir installer des trucs, mettre en place des scripts de build, préparer tout le bordel. Voilà. Ce qui va vraiment à l'encontre du concept du web, qui est censé être pour l'utilisateur simple et accessible, mais aussi pour le développeur, quoi. Le web est censé être la plateforme accessible à tous, qu'on peut développer très simplement. Si je veux faire le site web le plus basique du monde, j'ouvre un éditeur de texte, je tape 3 lignes de code et puis si je sais un peu comment fonctionnent les balises, je peux afficher les trucs à l'écran. Ceci est une page web, j'enregistre. Voilà, donc je l'ai enregistré sur mon bureau, je l'ouvre dans mon navigateur et ça y est, j'ai créé un site web. Bon. Le web est censé être aussi simple que ça, sur le principe. Le problème, c'est qu'avec tous ces trucs-là qu'ils ont commencé, enfin, qui ne sont pas encore vraiment là, c'est beaucoup plus chiant que ça à mettre en place. Pardon, merde, je viens de lancer Skype. Bon, on va perdre quelques secondes. Ok. Donc tout ça, ça prend encore quelques temps pour que ça arrive, mais en attendant, il y a une nouvelle solution. Donc Glenn Maddern, voilà, c'était Maddern le mec s'appelle. Il propose une vision assez intéressante donc, de comment faire du JavaScript de manière comme on pourra le faire dans 2 ans, aujourd'hui, et sans que ce soit trop chiant. Donc ce qu'il propose de faire, donc je vais créer un nouveau dossier petit-test, on va dire. Voilà. Donc il faut que j'installe le gestionnaire de paquets, la JSPM, qui va permettre, enfin c'est en gros c'est ça le cœur du truc, ça qui va nous permettre d'utiliser ECMAScript 6, d'avoir plein d'autres choses dont je vais vous parler en quelques secondes, directement accessible. Donc j'installe ça, ok. Ça va pas prendre trop de temps. Utiliser les prototypes dans JavaScript, est-ce que c'est pas équivalent à faire des classes? Oui, mais comme je l'avais montré il y a un live ou deux, entre taper classe test, constructeur, ça, et puis ensuite commencer à déclarer mes méthodes. Alors, hop, ok. Et à côté faire la même variante avec des prototypes où je dois faire 15 000 trucs méga chiants. Alors je sais même plus. Je retiens jamais, il faut faire une fonction qui s'exécute elle-même, qui dedans... enfin bref, comme dit, la syntaxe est complètement foireuse, quoi. Voilà, je peux peut-être vous montrer si je passe sur TypeScript. Voilà, donc si je fais TypeScript, il nous permet déjà d'utiliser une classe. Donc regardez, si je fais une classe ici avec un petit constructeur, enfin avec une petite méthode, c'est comme ça que ça marche, je crois. Ok. Non. Ok, bon voilà. Donc vous voyez là entre ça, et surtout dès qu'on va commencer à vouloir faire de l'héritage, donc si j'ai une classe qui étend une autre classe, vous pouvez voir que très vite il y a plein de codes dégueulasses et chiants qu'il faut taper à la main, qu'il faudrait faire et tout, voilà. Donc oui, on peut tout faire si on a le temps et l'envie de s'emmerder, quoi. Mais l'idée c'est que le développement est censé être quelque chose d'agréable, pas une torture, quoi. Ok. Donc je pense que JSPM s'est installé. Voilà. Donc du coup qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire initialiser un nouveau projet. Je vais tout laisser par défaut, il y a plein de petits réglages qu'on peut faire mais on s'en fout. Il me crée un petit projet et il faut que je lance avec GitHub. Enfin il faut que j'ai Git parce que j'ai Git dans mon pass. Donc on recommence. Ok, voilà. Donc là je me suis initialisé un petit projet, d'accord. Petit test qui contient quelques fichiers, pas trop de trucs, et je vais pouvoir commencer à développer mon appli web. Alors, que je me souvienne exactement comment ça marche. Oui, alors,
on va combiner donc JSPM, ce système qui va me permettre d'utiliser le JavaScript du futur aujourd'hui, avec un truc qui s'appelle Live Server, qui va être méga top parce qu'il va me permettre de voir mes modifications en direct dès que je modifie des choses dans mes fichiers. Donc j'installe aussi ça. Alors j'espère que j'ai pas, enfin j'espère que j'ai bien retenu comment ça marche. Je crois que je suis censé mettre ça dans quoi? Est-ce que je suis censé mettre ça dans lib ou est-ce que je suis censé mettre ça à la racine? Je me souviens plus. Je crois que c'est lib. Bon, je vais essayer. Donc je vais juste créer mon fichier index.html comme avant. Ok. On va copier ça. Et donc je lance Live Server juste ici. Ok, cool, ça marche. Donc c'est ça. Donc là vous pouvez voir, j'ai ma page web. Ok. Et avec Live Server, si je fais une modif et que j'enregistre, j'ai même pas besoin d'aller recharger ma page ou de faire quoi que ce soit. Il détecte automatiquement toutes les modifs et il recharge automatiquement et il recompile tout ce qu'il faut si jamais j'ai des dépendances. Donc ça c'est une première étape. Et j'ai rien eu besoin de faire de magique dans mon fichier HTML. J'ai pas eu besoin de rajouter un script bizarre qui s'occupe de recharger, etc. Il est injecté automatiquement pour moi. Donc ça c'est plutôt cool. Comment j'ai fait pour renommer l'extension du fichier? Tu fais... Ah alors, sous Windows, la plupart des gens, ils voient pas les extensions des fichiers. C'est un truc qu'il faut aller régler dans Outils, Options, Vue, enfin, je sais pas comment c'est, ouais, bref. Et vous décochez, cachez l'extension des types de fichiers connus. C'est le premier truc que je fais quand j'installe Windows et je sais pas pourquoi ils ont décidé de mettre ça, ils auraient jamais dû mettre ça. Voilà. Donc si vous êtes programmeur, si vous voulez faire lambda, ouais, mais c'est plus de la confusion qu'autre chose, je trouve. Enfin bon. Bref, donc outils, options, deuxième onglet, et vous décochez, cachez l'extension des types de fichiers connus. Voilà. Ok. Donc du coup maintenant que j'ai ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que j'ai gardé mon test? J'espère que j'ai été assez... Oui, ok, voilà. D'accord. Okay, donc il faut que j'inclue le système de paquets. Donc ça c'est quelque chose que normalement on va avoir dans JavaScript automatiquement dans 2 ans, on va dire, hein, estimation grossière. Mais pour l'instant il faut l'inclure explicitement. Et ensuite je vais pouvoir dire, ok, importer mon script principal. Et donc je vais aller créer mon script principal dans un dossier lib main.js. Voilà. Donc là je peux faire console.log ou on va dire alerte. Voilà. Et voilà, j'ai rien fait de spécial, ça s'est rechargé automatiquement. Je vais peut-être mettre ça là en bas. Voilà. Ok. Donc je vais plutôt loguer quelque chose. Ok. Donc vous pouvez voir, je fais ça, j'enregistre, ma page web elle est rechargée automatiquement, il exécute mon code. Donc du coup maintenant si je voulais des trucs de JavaScript 6, si je fais ça, ça va pas marcher. Parce que de base, donc là ça fait une erreur, ça foire et tout, parce que de base il compile pas les scripts de manière spéciale, il les laisse tels qu'ils sont interprétés par le navigateur. Il va falloir que j'utilise le système de modules, donc je dis mon fichier JavaScript c'est un module en lui faisant exporter quelque chose. À partir du moment où je fais ça, il va inclure le compilateur ES6 vers ES5 qui va transformer tout le bordel et je vais pouvoir commencer à utiliser des classes. Donc je fais ça et maintenant bon, j'ai ma classe qui marche. Voilà. Alors j'ai pas prévu un exemple très intéressant sur le sujet, mais voilà, je peux utiliser ça. Je vais pouvoir utiliser, pour ceux à qui ça parle, let, le nouveau système de déclaration de variables qui est scopé en fonction des blocs et pas en fonction des fonctions, ce qui veut dire qu'en gros c'est plus complètement stupide. Ça se résume à ça, hein. C'était complètement con, var, la manière dont var ça marchait, c'était vraiment nul, quoi. Donc maintenant on va avoir, en gros on a un vrai langage maintenant avec ça, donc c'est plutôt cool. Alors ce que je vous propose c'est que, oui, et donc en gros je vais pouvoir récupérer des modules directement depuis NPM en 2 clics, il y a très peu de choses à faire, etc. Si j'avais eu le temps, si j'avais pas préparé ça 2 minutes avant enfin 1 heure avant le début du live, j'aurais fait ça de manière un peu plus intéressante. Mais je vais vous montrer rapidement ce que lui présente dans sa vidéo et je vous inviterai à la regarder si ça vous intéresse pour en savoir plus. Ok, donc il faut que je trouve le bordel. Donc là, voilà, il installe un module externe. Okay. Il tape une ligne de commande et il peut directement l'utiliser. Nous, actuellement, dans SuperPowers, il faut qu'on utilise Browserify. Donc on a toute une grosse mécanique chiante à mettre en place et qui tourne.
c'est raisonnable, hein, mais c'est beaucoup plus chiant. Là, c'est vraiment top. Et il peut exporter son module, etc. Et donc en 5 minutes devant nous, il construit avec plusieurs modules tout un système qui va importer les gifs depuis Reddit, les gifs les plus upvotés depuis Reddit, voilà. En utilisant toutes les dernières fonctionnalités de JavaScript. Son code est propre, c'est vraiment clean. Et il a une super expérience de debug parce que en gros, donc il écrit du JavaScript, enfin de l'ECMAScript 6, d'accord, avec des classes et tout, et avec ce qu'on appelle les source maps, même si dans le navigateur, ce qui est exécuté, c'est la version transformée de ça en ECMAScript 5, il peut quand même débugger la version ECMAScript 6. Donc du coup, il ne va pas avoir besoin de regarder du code qu'il n'a pas écrit, il voit vraiment ce qu'il avait écrit, etc. Donc tout ça combiné, c'est plutôt top. Donc on va sans doute pas migrer à ça pour Superpowers pour l'instant, parce que nous on fait des trucs relativement chelous avec de la compilation de code nous-mêmes pour générer nos scripts, etc. Mais on surveille ça et voilà, je vous invite en tout cas, si vous développez du web, à regarder ça très sérieusement, c'est vraiment cool et ça nous montre déjà un petit peu où est-ce qu'on va en arriver dans quelques temps. Voilà, je vous colle le lien de la vidéo dans le chat et le lien de son post aussi, si vous voulez regarder. Voilà, bon, j'ai vraiment survolé sur beaucoup de trucs. Encore une fois, j'ai pas eu le temps de préparer ça correctement, comme à chaque fois, j'ai envie de dire. Mais je trouvais que c'était quand même, ça valait le coup au moins de le mentionner, de vous donner une petite idée du truc et de vous inviter à aller regarder. Un peu plus. Qu'est-ce que tu dis, Bilou? Voilà, donc on a du rechargement direct, on peut utiliser les modules ES6, on a accès à tout l'écosystème de modules Node Package Manager, GitHub, etc. On a de la compilation ES6 vers ES5 avec source map, donc bonne expérience de debug, et on a un passage en production très simple, puisqu'il suffit de changer de ligne pour qu'au lieu d'avoir 15 000 scripts qui sont chargés et qui sont relativement lents, mais c'est bien pour débugger, ils seront packagés en un seul script et insérés dans votre HTML. Voilà. Donc c'est vraiment une solution. Enfin, c'est mieux qu'on peut faire avec l'état actuel du web, quoi. Voilà. Ok. Bon bah sur ce, si vous avez des questions, on vous écoute. Et je rappelle, comme d'habitude, rapidement, juste avant de commencer, que on upload toutes les rediffs sur YouTube, sur youtube.com/sparklingabs, et on refera un autre petit déj vendredi prochain à 21h. Ok. Alors, j'en ai une seule, c'est de Florent, je crois. Est-ce qu'on a un début de doc pour Superpowers? Donc c'est marrant parce qu'on en parlait il y a un jour ou deux. Oui. Donc, pour l'instant non, mais on va sûrement faire un bientôt parce que déjà pour nous, enfin moi du coup je commençais à faire un jeu avec après 2 semaines sans y avoir touché, donc des fois je galère, il faut que j'aille fouiller dans le code pour savoir comment ça marche. C'est un peu chiant. En plus avec le Global Jam qui arrive, on sera plus de codeurs que juste nous deux, ça serait bien d'avoir un moyen de leur montrer comment ça marche facile. Ouais. Et puis si on s'y met maintenant, ça sera pas une grosse tâche à faire plus tard, on fera au fur et à mesure, ça sera peut-être plus simple. Ouais. Je pense que, enfin, de toute façon, donc on parlait de lancer le programme Supporters bientôt, quoi. Donc, encore une fois, je sais pas, Patreon, Kickstarter, autre chose, on verra. Mais on va pas, enfin, il faut quand même qu'on ait un moyen de vous distribuer le truc proprement et que vous puissiez vous en servir un minimum. Donc clairement, on va mettre en place le début des docs à ce moment-là. Voilà. On vous le sortira pas sans ça, quoi. Ram il dit oui, parler du forum. Oui, bonne idée. Si tu veux poster le lien, Ram, je crois que c'est forum.live. Ouais. Voilà. Donc je vais en profiter d'ailleurs pour parler un peu de tout ça. Donc il y a Resta qui bosse depuis quelques temps sur un site de live coding. Ah bah voilà, tiens, je suis dessus. C'est cool. Donc voilà. Donc l'idée c'est quoi? C'est de rassembler tous les gens qui font du live coding en français. Histoire que pour tous ceux qui aiment bien regarder ça, vous allez sur live-coding.tv et oui, et vous pouvez voir, choper rapidement des streams sympas, etc. à regarder. Et on parlait il y a quelques temps, ce serait cool d'avoir un forum autour de la communauté, là, de nous tous, qu'on se retrouve sur nos différents live coding, etc. Et donc, ils ont mis en place, enfin je crois que c'est Resta, mais j'ai vu Ralm en parler aussi, etc. Ils ont mis en place un forum avec plein de catégories, etc. Donc on va dire que on va essayer d'y passer. Moi je vais essayer d'y passer en tout cas de temps en temps. Et donc si vous avez envie de
de parler avec les gens qui sont là dans le chat, avec nous, avec d'autres, de plein de choses. Ça peut être un endroit où on peut se retrouver. Voilà. On va dire ça comme ça. Ok, donc forum.live-coding.tv. Alors, j'ai vu d'autres trucs. Quelqu'un demande la syntaxe actuelle de notre langage. Ouais. Script, du coup. Ouais, je vais montrer un petit script, un script, je sais à quoi il ressemble. Sur Anxiety. Alors. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. C'est qui demandait ça? C'était Araps. Ok, Araps. Ce que tu peux peut-être faire, c'est aller regarder les dernières vidéos sur. Je vais éviter d'écrire ça dans le script. Sur youtube.com/sparklynlabs. On a fait pas mal de live coding et de démos. Je sais plus quand est-ce qu'on a fait une démo. Là, de SuperPowers, le 7. Dans le 7, voilà. Donc si tu veux regarder un petit peu comment est-ce que ça marche, SuperPowers en général et tout, c'est un bon endroit. Merde, est-ce que je l'ai uploadé ou pas? Ah oui, si, on l'a faite là, hein, c'est ça. Attends, on va voir. C'est à la fin, non? Non, elle est là, voilà. C'était une toute petite démo, mais voilà, bon bref. Il y en a plusieurs, donc voilà. Enfin, tu sais quoi, je vais plutôt t'envoyer le lien de ça. Et regarde la 7, peut-être aussi la 8, je sais plus. Ouais, la 8, voilà. Tu auras beaucoup d'infos sur tout ça. Ok. Et après, si tu as des questions, n'hésite pas. Alors, Florent, j'ai dit, ok, à quand un début d'ouverture des sources de SuperPowers? Bah, du coup, alors certainement que dès qu'on est prêt à lancer le programme Supporters, on commencera à ouvrir des trucs aussi. Mais sans doute dans un premier temps co-supporters, je pense. Voilà, ce sera progressif. Disons qu'il faut déjà qu'on soit sûr de qu'est-ce qu'on ouvre aussi, enfin on n'est pas encore bien sur un sujet. Bon, sachant que Florent, vu que tu vas très certainement bosser avec nous au Global Game Jam, on peut te filer un accès au dépôt de SuperPowers, etc. Éventuellement tout de suite, quoi. Tant que tu diffuses rien, ça peut avoir du sens, histoire que tu puisses être productif pendant le Global Game Jam. Ça semble avoir du sens, quoi. Si j'oublie, rappelle-le-moi sur Twitter ou autre. Ok. Alors on a, je crois que c'est est-ce que SuperPowers sera disponible sur mobile? Donc actuellement tu peux déjà t'en servir sur ton téléphone via le navigateur. Moi je l'ai fait, bon c'est de la merde mais. Disons que c'est pas du tout adapté l'interface. Ouais. Ça marche, mais après on va rien faire pour l'adapter parce que sur le logiciel PC et sur le téléphone il n'y a aucune chance que ce soit pratique à utiliser donc. Donc voilà. Ouais. C'est vrai que souvent il y a des gens qui demandent si ça. Enfin, je sais pas, pour moi ça n'a pas tellement de sens. Ouais, sur iPad éventuellement, enfin sur tablette je veux dire, ouais on peut l'imaginer et bah, en gros oui ça marchera quoi. Donc après s'il y a des gens qui me disent ah ça sur tablette c'est pas pratique parce que vous utilisez un truc spécifique à la souris ou quoi et qu'on nous le dit et qu'on voit un moyen de le modifier, on le fera quoi. Voilà, on essaiera d'adapter. Mais en gros on va pas faire grand chose de spécifique pour ça parce qu'il n'y a pas vraiment de raison pour le faire. Des news au sujet de Bomb Party, Overlay, hébergeur, etc. J'ai aucune news pour Bomb Party. J'ai vraiment pas le temps, pas beaucoup de temps à y consacrer. Je prends l'extincteur de temps en temps et je stoppe le feu avant que tout brûle. Mais voilà. C'est vrai que ça serait cool de faire plus parce qu'il y a une grosse communauté, mais bon, on est occupé à d'autres choses. Donc voilà. Ça tourne à peu près. Là, j'ai vu qu'il y avait quelques soucis de nouveau parce que quand il y a plein de gens sur les autres jeux, bah, du coup, c'est Bomb Party qui souffre évidemment. Bon. On a eu une grosse coupure du serveur pendant 15 heures, là, ou je sais pas quoi. Donc il y avait Bomb Party, mais aussi Craft Studio et tout qui était hors ligne. Sachant que pour Craft Studio, c'est pas très grave vu que vous pouvez quand même bosser en théorie. Sauf ceux qui ont leur serveur hébergé par moi. Encore une fois, vraiment désolé pour la coupure. C'est réglé. Jonas, il a envoyé un mail bien salé à OVH pour leur demander pourquoi est-ce qu'ils ont. Enfin, déjà, pourquoi ça a merdé comme ça et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas répondu à notre demande de support genre avant qu'il y ait une journée entière qui soit passée alors qu'ils sont censés répondre immédiatement quoi. Donc voilà, on va voir tout ça et on espère que ça se reproduira pas. Ok. Pour pouvoir coder aux toilettes. Ouais, quelle bonne idée.
Mais tu pourras, de toute façon. Toi, coder, Voilà. c'est bon, ça marche. Coder, c'est un texte à rien, donc tu peux. Ça Moi, fonctionne. je l'ai fait, quoi. Tu peux l'ouvrir, tu peux Il taper. a pas codé aux toilettes, mais il a codé Ah ouais. sur le téléphone. Ouais, voilà, bien compris. Ok. J'ai peut-être vu. On peut live coder le Lua de Craft Studio. Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire, Vanej. Si tu veux live, pendant que tu fais un jeu sur Craft Studio, oui, t'as le droit. Ouais, C'est ça que tu veux peux dire. live streamer, il n'y a aucun souci, ouais, bien sûr. Au contraire, même, on t'encourage à le faire et à nous le dire si tu le fais. On sera ravis De partager. de partager, voire de venir voir, etc. Ok. J'ai rien vu d'autre. N'hésitez pas à remettre vos questions si on a raté. Ouais, si on a raté des questions. Ok, bon. Voilà, donc comme dit, bon, on n'avait pas grand chose de très visuel à vous montrer aujourd'hui. Ça va venir. Ça va venir vu que là, il y a ça qui va commencer à Dans prendre. une semaine, on aura un jeu, vu qu'on arrive à en faire en 3 jours. De mon côté, j'ai pas fait de live coding sur Craft Studio parce que c'était pas pratique vu que je bosse sur. Enfin, je dois rebooter assez régulièrement et je bosse sur des trucs qui sont pas du tout intéressants à montrer et tout. Bon. Dès que j'ai fini avec Craft Studio, je reprendrai des live coding réguliers sur Superpowers. Alors, si votre jeu mobile marche, vous pourrez t'envoyer sur PC. Donc, ouais, on y a pensé. On compte développer le jeu en pensant aux plateformes mobiles. Et si quand on est vers la fin, notre jeu s'adapte bien au PC parce qu'il y a moyen de le faire bien au clavier, on le fera. Si ça n'a pas de sens, on le fera pas, mais si c'est jouable au clavier, on compte le faire et le mettre en édition. Oui, effectivement. C'est d'insister là-dessus et je trouve que ça a du sens. Quoi. Si on peut le sortir sur Itch.io, c'est-à-dire que comme dit, on voulait pas faire un jeu principalement PC parce que si on le sort sur Itch.io ou sur une petite plateforme, ça, on n'a aucune visibilité. Et on ne veut pas tout de suite investir dans du Steam Greenlight, on préfère le faire un peu plus tard. Mais du coup, si on fait un jeu mobile là comme ça, on va l'adapter sur PC, on le met en ligne sur Itch.io et voilà, ça sera pas forcément. Enfin, ça sera vraiment un port d'un jeu mobile sur PC, mais bon, ça sera bien aussi. Si vous n'avez pas de téléphone ou il n'y a pas si de vous avez temps de jouer, envie, vous pourrez quand même le prendre. Quoi, ouais. C'est ça. C'est quoi la Global Game Jam? Enfin le GGJ, ouais, donc c'est Global Game Jam. Et ouais, t'as raté, j'ai expliqué au début Méthylène, mais en gros, comme dit, c'est un Game Jam qui se fait sur place. C'est-à-dire qu'il y a dans toutes les grandes villes quasiment, à Strasbourg, à Paris, à plein d'autres endroits en France et à plein d'autres endroits dans le monde, il y a des dizaines de milliers de gens qui se retrouvent. Il y a parfois 100 personnes sur un site donné, quoi, qui se retrouvent pour faire un jeu sur un thème sur 48 heures. Je ne sais pas si on aura l'occasion de live streamer. Parce que. Moi je pense que non, parce qu'on sera un certain nombre sur connexion. Voilà. On sera pas chez nous. pas ce qu'elle vaut. Ouais, donc, c'est ça. On verra, on demandera, on se renseignera, mais bon, je veux dire, c'est vrai que à mon avis, il y a bien une trentaine, quarantaine d'inscrits sur notre site. Donc bon, si tout le monde live stream, à mon avis, ça fera pas. On verra, on essayera, si on peut, on le fait. Sinon, on postera régulièrement des news sur Twitter et tout. Ok. Est-ce que tu as des infos sur la démographie des membres français? Non, j'ai aucune info à ce niveau-là. Je réfléchis, mais je crois que j'ai vraiment rien parce que je demande pas aux gens quoi que ce soit. À une époque, je savais qu'il y avait eu un afflux de Russes il y a un an ou je sais pas quoi, parce que ils parlaient russe et que ça se voyait sur les serveurs et tout, quoi. Mais en dehors de ça, je peux pas trop te dire. Je sais que sur le site, tu vois le nombre d'inscrits qu'on vote quand même régulièrement. Ouais. Après, ça peu et tout si c'est des gens qui s'en servent. Je vais peut-être juste regarder sur Google Analytics du site web, je peux te dire un peu quel genre de gens visitent le site. Mais alors de mémoire, c'était en majorité français et américain, et après le reste, quoi. Mais quoique, dernièrement, on dirait qu'il y a quand même beaucoup de Russes dans le top là. Alors attendez voir. Géolocalisation, langage. Alors c'est sur combien de temps ça? C'est sur le dernier mois, je crois. Ouais, voilà. Donc sur le dernier mois, on a quand même effectivement principalement des Russes, des Espagnols, des Anglais, et les Français sont seulement 5e en fait dans les sessions. C'est marrant. Bon, bref.
Voilà. Et ça, là on voit le pic tout pourri de la journée où le serveur il fonctionnait pas. Alors, j'ai vu plusieurs trucs. Est-ce que l'interface de SuperPowers est modulable? Et si oui, qu'est-ce qu'on a utilisé? Alors, SuperPowers est en fait construit à base de... Merde, j'ai coupé. Bon, je vais le montrer chez toi. Donc, SuperPowers, en fait, c'est... Donc, on a l'interface centrale, d'accord? Enfin, centrale, ou plutôt périphérique. La liste des éléments, les onglets. Ça, c'est une page, en fait. Okay, et donc là, j'utilise, par exemple, ce module dont je parlais tout à l'heure, la DNDTreeView, qui est un module... séparé quoi, qu'on importe avec, qu'on installe via NPM et qu'on intègre avec Browserify dans tout notre bordel. Voilà. Donc ça c'est relativement modulaire. Tu vois. Le reste, pour le layout et tout, on utilise des Flexbox simplement. Donc il n'y a pas grand chose de particulier. Ça c'est aussi un autre petit module que j'ai que j'ai développé qui s'appelle... je sais plus. mais il s'appelle, je vais regarder si je le retrouve. Je crois que je l'ai aussi extrait. Ah, peut-être pas, peut-être que je l'ai pas encore extrait correctement. Bon, bref, en tout cas, c'est un truc qui est relativement modulaire aussi, quoi. Voilà. Donc, c'est du JavaScript à part, et puis tu l'inclus, tu le requires avec Browserify, et puis tu appelles une fonction pour initialiser l'élément. Voilà. Alors après, chaque éditeur, par contre, c'est